Radio Océo, ensemble en toute simplicité, explorons notre santé. Aujourd'hui, nous invitons Marina Macari-Kerbraon, psychologue, que je laisse se présenter. Bonjour, donc je m'appelle Marina, je suis psychologue avec une orientation plutôt intégrative. Pourquoi intégrative? Parce que j'utilise différents courants à la fois théoriques mais différentes pratiques aussi, puisque je peux très bien utiliser des courants tels que le cognitivo-comportemental, de la psychanalyse, de la systémie, de la CT, enfin bon, tout ce qui peut exister. Mais également, je peux également associer de l'énergétique, de la méditation de pleine conscience, enfin voilà, tous les domaines qui peuvent en tous les cas apporter, ou je sais qu'il peut apporter des réponses ou des compréhensions aux patients. Alors, dans ma manière de travailler, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est de rendre systématiquement acteur le patient. Donc, il est acteur de sa prise en charge. Je ne suis là que pour le guider dans sa démarche, qui est effectivement de se poser les bonnes questions pour arriver lui-même à trouver ses propres compréhensions. Alors, je peux des fois sortir un petit peu du cadre traditionnel, puisque bon, je suis une psychologue qui parle, et qui a ce souci, ou en tous les cas cette volonté d'amener le patient à chaque fois le plus loin possible dans ses réflexions pour qu'il puisse lui-même aller chercher au plus profond de lui ce qui peut causer différents blocages. Et donc retrouver sa dynamique personnelle. Et retrouver effectivement sa dynamique personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'amener le patient systématiquement dans ce questionnement l'oblige à faire des liens, mais des liens aussi bien avec son histoire qu'avec aussi des mots qui peuvent être physiques également. C'est-à-dire que voilà, pour le patient qui arrive avec des migraines, un patient qui arrive avec des maux de ventre, un patient qui arrive avec des maux de dos. Alors effectivement, on a des super expressions qui disent j'en ai plein de dos, ou j'ai quelque chose qui m'est resté sur l'estomac, ou ça me prend la tête. Mais ça n'empêche pas que derrière, on remonte la chaîne pour essayer de comprendre quand est-ce qu'effectivement ces premiers symptômes sont apparus, quel lien avec sa propre histoire, de manière à ce qu'il puisse effectivement faire le déroulé, et avec ce qu'il ressent là, il peut comprendre aussi que le symptôme physique est l'expression de quelque chose qui justement n'a pas été exprimé verbalement. Donc comment faites-vous pour rentrer dans l'amener dans son questionnement du non-verbal et faire le lien entre son symptôme et ce non-verbal? Alors en fait, moi quand le patient effectivement arrive, je pars dans l'idée que lui et moi on ne sait pas grand-chose. Lui il est arrivé avec son histoire, moi j'arrive effectivement avec l'idée d'aller à sa rencontre. Et à partir de ce moment-là, je lui demande de dérouler son histoire. Et quand il a son histoire, je peux aussi directement mettre en lien, ne serait-ce que quand il raconte, avec ce que je peux observer physiquement chez lui, ne serait-ce que dans l'intonation ou dans la manière de se comporter, ou etc. Donc tout ce qui est exprimé dans le non-verbal, de manière à attirer l'attention et de lui dire, là, peut-être que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange ou qui vous gêne, ou qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là, de manière à ce que même lui puisse comprendre et faire le lien que dans ce qu'il est en train de raconter, eh bien, c'est associé à une émotion, à quelque chose qu'il vit dans son corps, mais que lui-même n'a pas encore conscience, et qui prend conscience justement à ce moment-là. Et donc, vous allez explorer ensemble ce ressenti. Voilà, oui, exactement. On va ensemble explorer ce ressenti, c'est-à-dire qu'on va poser des mots on va s'arrêter à ce moment-là, on va poser des mots, enfin, il va poser des mots et je vais l'aider effectivement à les poser, sur qu'est-ce qui est en train de se passer en lui. Donc, il prend un temps effectivement d'observation aussi,
Alors, c'est là où je peux utiliser des outils comme de la méditation ou autre chose pour pouvoir l'amener effectivement à revenir sur ce ressenti et qu'il puisse surtout le gérer ou en tous les cas l'associer et en même temps le gérer de manière à ce que dès que les mots sont posés sur ce ressenti, il puisse s'en libérer. Il puisse se libérer de cette mémoire, je dirais, sensorielle ou même physique, de manière à ce qu'il puisse, cet événement puisse ne pas l'embarquer ou l'encombrer sur la suite du déroulé, ne serait-ce que de son histoire, ou ensuite, quand il revit l'événement, que ça puisse être le plus apaisé possible pour lui. Oui, c'est de le revivre, mais de manière apaisée, en fait. Ce qu'on Exactement. appelle la libération, c'est… De cette mémoire, effectivement, qui peut être aussi sensorielle. Alors, elle peut être, soit avoir besoin d'être libérée, soit avoir besoin au moins d'être exprimée. En fonction des événements ou des traumatismes vécus, il est clair que la méthode ne sera pas forcément la même, puisque voilà, quand il y a un traumatisme, voilà, on va pratiquer des méthodes qu'on utilisera ou d'autres méthodes qu'on utilisera si c'est juste une émotion qui revient par rapport à une situation qu'on vient de vivre. Mais ce qui est important, c'est d'associer l'émotion aussi bien au dire qu'aussi bien effectivement au ressenti que ça va générer dans le corps. Et très souvent, on peut avoir de nouveau un mot de vente qui va réapparaître, tout simplement parce qu'on va ressentir, par exemple, ça peut être de la colère ou alors beaucoup de tristesse et les larmes qui vont couler. Ou voilà, il y a forcément, et je demande aussi à la personne de vivre cette émotion jusqu'au bout, de manière à ce qu'il puisse s'autoriser et comprendre aussi pourquoi elle a été enfermée, pourquoi c'était pas possible non plus pour lui d'exprimer, enfin pour elle, pour la personne en tous les cas, d'exprimer cette émotion. Et là, effectivement, on fait tout le lien avec pourquoi on s'occupe de ces émotions, pourquoi on ne s'en occupe pas, pourquoi aujourd'hui c'est important de les utiliser. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi cette orientation intégrative, parce que pour moi, la psychologie dite traditionnelle est beaucoup plus intellectualisée et moi, il était important pour moi de faire le lien avec le corps. le corps. Et alors justement, ça peut correspondre à des techniques que nous, on peut employer en ostéopathie. Euh, et il m'est déjà arrivé de faire face à des patients hyperesthésiques, enfin des gens des patients qui ont beaucoup de sensations, beaucoup de vécu sensoriel, et comment on peut les aider au mieux dans cette approche-là. Alors, un Les vécu aider sensoriel, à faire les associations, parce que des fois, ça peut être complètement disparate, et comment les amener à se recentrer et finalement à revenir vers peut-être une chose, ou alors est-ce que c'est explorer tous ces ressentis indépendamment les uns des autres? alors ça peut être indépendamment, mais il y a forcément à un moment donné eu un point de départ aussi. C'est-à-dire que quand on utilise, qu'on est vraiment énormément dans le sensoriel, on capte tout ce qui se passe autour de soi. Il y a des fois des choses qui nous appartiennent, des fois des choses qui ne nous appartiennent pas. Dans le sens où quand on est euh, hyper sensible, c'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant, et moi je le valorise toujours beaucoup, parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir si dans un endroit où l'on va, on peut se sentir bien ou pas bien, ou s'il y a quelqu'un avec qui ça fonctionne, d'autres personnes ça ne fonctionne pas, etc. Mais très souvent, on l'utilise plutôt de manière négative, puisque aujourd'hui, exprimer ses émotions, ça veut dire avoir une forme de vulnérabilité. Et être vulnérable, c'est compliqué, donc mal perçu. Et on veut tellement essayer de les cacher que les personnes hypersensibles, du coup, ne gèrent pas cette hypersensibilité, donc cette partie émotionnelle. Et les personnes qui déjà se coupaient de leurs émotions pour éviter de les exprimer vont renforcer aussi ça pour éviter de montrer une quelconque vulnérabilité. Donc, si je résume, pour prévenir l'apparition de certains maux du corps,
ce serait d'éduquer nos patients, nos enfants à exprimer au mieux leurs émotions. Vous avez tout compris. L'émotion est en fait essentielle parce que c'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. C'est elle qui va nous indiquer ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui nous donne des messages pour savoir ce qui est bien ou pas pour nous. Est-ce qu'on répond à nos besoins? Est-ce qu'on répond à nos désirs? Est-ce qu'une situation nous convient ou ne nous convient pas? Elle nous donne toutes les réponses dans ce que l'on vit au quotidien. Et donc, au final, c'est pas la vulnérabilité qui en ressort, c'est de se sentir plus en confiance et donc plus fort. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, utiliser, en tous les cas, écouter ces émotions nous permet de vivre pleinement notre vie. Si on s'en coupe, c'est là où va générer plein de peur. Parce qu'à partir du moment où on s'empêche de ressentir ce qui se passe dans notre corps, on ne peut pas avoir les réponses de ce qui répond clairement à nos besoins. Mais là, je crois qu'on va encore sur un autre terrain parce que ça veut dire quoi, répondre à nos besoins? Répondre à nos besoins dans une société où ça veut dire souvent être égoïste, alors qu'en fait, c'est s'occuper de soi. Et c'est parce qu'on va s'occuper de soi qu'on va être beaucoup plus disponible pour s'occuper des autres. Et c'est d'autant plus vrai pour des thérapeutes. C'est d'autant plus vrai pour les thérapeutes, qui d'ailleurs, des fois, ne le mettent pas toujours en application. Mais en tous les cas, c'est effectivement important d'avoir conscience que c'est en s'occupant de soi, à partir du moment où on le fait avec cette volonté de le faire pour soi et pas à l'encontre de quelqu'un, on n'est absolument pas dans une situation d'égocentré ou d'égoïste. On le fait donc, parce que ça répond à un besoin. finalement, ce n'est pas tant de faire des choses, de prendre un temps long pour soi, c'est comment on vit ce qu'on met en place. C'est exclusivement ça. Et c'est parce qu'on vit qu'on ressent des émotions. Si on fait quelque chose juste pour le faire, ben, on ne le vit pas. Si on ne le vit pas, on est incapable de savoir si ça répond à un besoin. Ou alors, on va se convaincre qu'on répond à un besoin parce que c'est bien de faire ça. C'est bien de prendre du temps pour soi. Mais ça veut dire quoi, prendre du temps pour soi? C'est pas forcément consommer des activités qui sont Non. de C'est de bien-être. savoir si, exactement, c'est de savoir si ces activités nous apportent des sensations, ou en tous les cas répondent à des désirs profonds qui sont, quand je suis en train de les réaliser, je me sens bien. Mais je me sens bien pour moi et non pas je me sens bien pour répondre à une norme sociétale. Donc on ramène toujours le patient à lui, à ne pas s'oublier, à savoir comment exister pour ce qu'il est, et donc à se réaliser et à pouvoir créer la vie qu'il a envie d'avoir et de non plus la subir. Vaste sujet. Ça ouvre plein de portes et de questionnements justement Oui, sur notre environnement personnel, sociétal, professionnel. c'est ça. Mais toute une question de choix. C'est pour ça que de ramener le patient à revenir acteur de sa vie. Donc c'est pour ça que même dans sa prise en charge, quand il décide effectivement de rentrer dans mon cabinet ou en tous les cas de venir me voir, c'est très important parce que c'est pas moi qui vais lui dire non plus de combien de fois il a besoin de venir me voir. C'est pas moi qui vais lui dire non plus le nombre De séance. la fréquence, en tous les cas. Je lui demande systématiquement, même jusque-là,
de répondre à ses propres besoins. Ça commence dès maintenant, dès qu'on franchit le seuil de ma porte. Alors, ça me fait rebondir sur une question que j'ai eue en vous écoutant. Ça veut dire que si on écoute ses propres besoins, ses propres ressentis, on est capable d'entendre ceux des autres. Absolument. Donc ça, c'est aussi un autre travail, j'imagine. Oui. Alors, à partir du moment où on est à notre écoute, on ne rentre plus dans le besoin et le désir de répondre aux besoins de l'autre. D'accord? Donc, à partir du moment où on ne répond plus aux besoins de l'autre, on permet à l'autre de redevenir acteur aussi de sa vie. Je ne sais pas si je suis claire, mais à partir du moment où on est acteur de sa propre vie, on est au clair avec ses désirs et ses besoins, on n'a plus besoin que l'autre vienne compenser quelque chose. On n'a plus besoin que l'autre vienne nous rappeler qui on est. On n'a plus besoin effectivement que l'autre nous dise comment faire. Et donc, il y a une authenticité déjà dans le lien et dans la relation, parce qu'il y a un profond respect vis-à-vis de soi, donc forcément vis-à-vis de l'autre. Et dans la relation se crée effectivement, autour de cette authenticité, une vraie connexion, en tous les cas un lien, et d'une sincérité, puisque l'autre peut être lui, puisque moi-même je suis moi. Donc, on rentre plus dans des liens de dépendance, de contre-dépendance, C'est exactement ça. de prise de pouvoir ou C'est ça. D'accord. Ce n'est possible, les prises de pouvoir, voilà, que si effectivement la personne n'arrive pas à savoir qui elle est, ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie pour elle-même, et pas dans ce qu'il faudrait qu'elle ait pour correspondre à une norme. Alors, qu'est-ce qu'une norme? C'est pour ça que je dis à une norme et je n'ai pas dit à la norme, parce que la norme, elle est propre à chacun. Il n'existe pas une norme. C'est pour ça que c'est tout la subtilité et l'importance aussi du mot singularité, parce que chacun décide, peut décider en tous les cas, de cette définition de la norme. La norme est celle qui nous correspond, celle dans laquelle je me retrouve. C'est celle qui fait que je suis moi. Donc, la singularité de tout un chacun. C'est ça. Et donc là, on arrive vers la tolérance de la différence, vers l'enrichissement de la différence. C'est vraiment l'enrichissement parce on s'apporte tous. À partir du moment où on est dans le respect de soi, ben, l'autre a tout à fait le même droit d'être et d'exister que moi. Il n'est pas obligé de me remplir, je ne suis pas obligée de le remplir de différentes manières que ce soit. Ni de confiance, ni de pouvoir, ni de je ne sais quoi, puisque moi je suis au clair. Donc si moi je suis au clair, je permets à l'autre de l'être aussi. Et l'autre ne peut que apporter, comme moi, des partages, en tous les cas des richesses, de la richesse dans les différences pour pouvoir construire des tas de choses. Il n'y a pas plus porteur je dirais, d'idées même novatrices, etc., que dans les échanges. C'est la richesse, c'est la richesse de ce que chacun peut apporter qu'on peut construire des tas de choses. On n'a pas à tout savoir. Donc, cela s'inscrit aussi
Ça inscrit l'individu dans une société, du coup, C'est ça. dans un type de C'est-à-dire, société. voilà. Mais en plus, c'est-à-dire que l'individu, s'il est complètement dans son être, il peut se mettre complètement au service du collectif. Qui place également l'humain au sein de son fonctionnement. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est valable dans tout, en fait. C'est-à-dire que là, qu'on parle de l'environnement, etc., enfin, dans tous les domaines, à partir du moment où on replace l'être au centre, ben, on peut tout à fait se mettre en lien, effectivement, et donner lieu à du collectif. Parce que le collectif, il n'y a plus d'appréhension, pas de peur, on peut accueillir les personnes telles qu'elles sont et grandir ensemble. Eh bien, merci Marina de faire grandir ma santé active et tous ses auditeurs, Radio Ostéo. Et nous serons ravis de vous re-rencontrer une prochaine fois. Merci beaucoup, Lucie, de m'avoir invitée. Au revoir. Au revoir.